Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. Le temps du dialogue est utile et efficace. Conclusion par Jean-Marc Ayrault de la conférence sociale en forme de plaidoyer et de réponse à l'UMP. Le calendrier des réformes de structure, toujours dans la concertation, détaillé tout à l'heure par le Premier ministre. François Hollande plaide à Londres pour une Europe à plusieurs vitesses. Le président français qui retournera dans la capitale britannique à la fin du mois de juillet pour les Jeux Olympiques cette fois. De nouvelles maladies infectieuses apparaissent sur la planète. Les virus profitent de la globalisation, mais aussi du manque de moyens et parfois de la négligence de certains États du Sud. Fabienne Keller propose 10 moyens de lutte. La sénatrice du Bas-Rhin sera avec nous ce soir dans le 19h, ainsi que Pascal Pavageau de Force Ouvrière, de retour à l'instant de la conférence sociale. Avec nous également Hervé Novelli de l'UMP, donc pour commenter les conclusions qui ont été présentées il y a quelques instants. 2 jours d'échange donc entre les partenaires sociaux et le gouvernement et la conclusion tout à l'heure de Jean-Marc Ayrault. Le Premier ministre a surtout détaillé le calendrier des réformes d'envergure à venir, retraite, compétitivité, emploi. Elisa Bertolomé. Premier gros dossier, l'emploi. Des négociations sur le droit du travail seront ouvertes à l'automne. Il sera notamment question du contrat de génération et des accords compétitivité-emploi. Autrement dit, la possibilité de moduler les salaires quand l'entreprise connaît des difficultés. Dès la rentrée 2012, nous améliorerons ensemble le dispositif du chômage partiel à partir de l'évaluation de votre accord. Lutter contre la précarité de l'emploi et trouver les moyens d'accompagner les mutations économiques est une nécessité. Deuxième dossier plus consensuel, les rémunérations. Celles des chefs d'entreprise seront régulées pour éviter les abus. Mais surtout, les règles de revalorisation du SMIC vont changer. Il sera désormais indexé sur la croissance. Nous souhaitons permettre une évolution des règles de revalorisation du SMIC visant à mieux intégrer la croissance. À cet effet, un groupe de travail interministériel travaillant en lien étroit avec les partenaires sociaux examinera les différents scénarios d'ajustement des critères de revalorisation. Dernier dossier, plus compliqué à gérer, le social. Sur les retraites, un groupe d'experts sera chargé de proposer des pistes pour les réformer au printemps 2013. Concernant la réforme de la protection sociale, une augmentation de la CSG est évoquée. Mais lors de son discours de conclusion, le Premier ministre ne l'a jamais mentionné. Et on voit tout de suite quelles sont les premières réactions syndicales à l'issue de cette conférence qui s'est tenue à Paris, place d'Iéna. Ce sera encore rock'n'roll, mais il va y avoir un travail aussi global sur le financement de la protection sociale collective. Je ne sais pas ce qu'il en sortira, donc un gros travail, mais une vision un peu différente et un dialogue social apaisé, donc plutôt satisfait. Je crois que la démarche d'abord, telle qu'elle est initiée pendant ces 2 jours, correspond à ce qu'on attendait. Certes, comme l'a dit le Premier ministre, le résultat n'est pas obligatoirement satisfaisant sur tous les sujets. Oui, je pense qu'on est sur un cap nouveau, à la fois sur une démarche tout à fait différente, ça c'est clair. Le fait que le président de la République, que le Premier ministre le confirme, la place du dialogue social, la place des interlocuteurs sociaux. Voilà, donc satisfaction de la CGT qui se félicite du retour de la négociation sociale, c'est ce que voulait dire Bernard Thibault. Parmi les sujets rock'n'roll, comme le dit Jean-Claude Mailly, il y a donc le financement de la protection sociale. Le Premier ministre n'a pas évoqué tout à l'heure la CSG, dont la hausse semble pourtant être une piste privilégiée pour financer la protection sociale sans peser sur les entreprises. Alors pourquoi la CSG plus que la TVA sociale privilégiée par Nicolas Sarkozy? Élément de réponse avec Nathalie Guillouard. C'est en 1990 que Michel Rocard crée la CSG dans le but de contribuer au financement de la protection sociale. Ce devait être une mesure temporaire, depuis elle n'a cessé d'augmenter. Fixé à 1,1% au départ, son taux a atteint les 7,5% cette année. Et aujourd'hui, une nouvelle hausse est à l'étude. L'idée est défendue par la Cour des comptes. Didier Migaud, son président, préconisait début juillet une hausse des impôts à assiette large et fort rendement, comme la TVA ou la CSG, au moins à titre temporaire, car un point de CSG supplémentaire représente entre 10 et 13 milliards d'euros. La CSG ne touche pas aux employeurs, mais l'avantage est qu'elle porte sur tous les revenus en général.
Contrairement à la TVA sociale qui frappe la consommation, c'est-à-dire toutes les personnes sans prendre en compte les revenus de chacun. Pour François Marc, la CSG représente donc un impôt plus juste que celui de la TVA sociale. La CSG a au moins la caractéristique première que d'impacter d'une façon proportionnelle les revenus, qu'ils soient importants, qu'ils soient modestes. La part de fiscalisation sur ce revenu est une proportion équivalente, quelle que soit la catégorie à laquelle on s'adresse. Donc, de ce point de vue-là, on peut considérer que c'est une fiscalité plus juste que celle issue de la TVA. Pour les communistes, la hausse de la CSG est loin d'être une solution, car ça se traduirait par une diminution du salaire net. C'est une fausse solution. Cela touche vraiment les revenus les plus modestes, les gens les plus modestes, et nous y sommes foncièrement opposés. Si la hausse de la CSG devait avoir lieu, le résultat serait immédiatement visible sur la fiche de paie, une décision qui sera difficile à prendre politiquement. Voilà, on reprend tous les éléments donc de cette réforme du financement de la protection sociale dès 2013 avec nos deux invités dans un instant. François Hollande effectue aujourd'hui sa première visite officielle en Grande-Bretagne avant la visite à la reine Elisabeth II pour un entretien en tête-à-tête. Il a rencontré David Cameron à Downing Street devant le Premier ministre conservateur qui, on s'en souvient, ne l'avait pas reçu comme candidat. Le président français a défendu la possibilité d'une Europe à plusieurs vitesses. Paul Bouffard. Il y a bien eu un tapis rouge, mais surtout des sourires et des amabilités. Oubliez l'humour anglais sur les exilés fiscaux qui avait crispé les relations franco-britanniques. Le pardon, mais je ne m'étais pas du tout senti offensé par un trait d'humour. Moi j'apprécie beaucoup l'humour, et surtout l'humour britannique. Donc j'étais très heureux qu'on puisse m'offrir un tapis pour les prochains mois et les prochaines années. Pour sa première visite en Grande-Bretagne, parade de la garde britannique et entrevue de 2 heures au 10 Downing Street, la résidence de David Cameron. Au menu des discussions, l'Europe, bien sûr, selon François Hollande, la diversité des positions doit être respectée. Donc nous devons concevoir l'Europe à plusieurs vitesses, chacun venant à son rythme, prenant ce qu'il veut dans l'Union, dans le respect des autres pays. Et c'est ainsi que nous construirons une relation respectueuse et forte. Une visite en forme de prise de connaissance entre les deux hommes. Pour conclure son voyage londonien, François Hollande ne pouvait échapper à un tea time très particulier en présence de la reine Elisabeth II. Et donc François Hollande retournera à Londres le 30 juillet pour y rencontrer les athlètes français participant aux Jeux Olympiques. Le chef de l'État va renouer cette année avec l'interview télévisée du 14 juillet. Il répondra ce jour-là aux questions de TF1 et de France 2 à la mi-journée. Après le feu vert du Parlement, les 3/5 des membres de la Commission des finances du Sénat comme de l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Jouyet sur la voie de présider la Caisse des dépôts, mais une voie qui a été semée de quelques embûches ces dernières heures. En effet, l'audition parlementaire de ce très proche de François Hollande, ancien ministre d'ouverture de Nicolas Sarkozy, a révélé quelques réticences côté socialiste. Marie Lebon. Jean-Pierre Jouyet ne s'attendait pas à une telle polémique, mais la perspective de le voir nommé à la tête de la Caisse des dépôts et des consignations fait grincer des dents au Parti socialiste. Plusieurs parlementaires ont d'ailleurs protesté ouvertement contre cette nomination, une réserve que comprennent certains sénateurs. À titre personnel, je comprends que certains de mes collègues considèrent que cette candidature ne soit pas la plus appropriée au vu du tracé récent, politique et professionnel de M. Jouyet. Secrétaire d'État aux affaires européennes sous la présidence de Nicolas Sarkozy, mais surtout ami de 30 ans de François Hollande, Jean-Pierre Jouyet se montre serein face aux critiques. Ça, c'est la démocratie. On ne peut pas plaire à tout le monde. La Caisse des dépôts est le représentant de la nation, donc il est parfaitement normal que toutes les voix s'expriment sur le profil de celui qui peut être amené à diriger. Nommé sur proposition de Jean-Marc Ayrault le 28 juin dernier, il aura notamment pour mission de veiller au financement des logements sociaux, aux investissements dans les grandes structures ou encore à la protection de l'épargne, un rôle clé pour les proches de François Hollande. C'est pas seulement le fruit de l'amitié et d'un passé commun. Je pense qu'il nous faut des compétences partout. Quand ces compétences sont reconnues, qu'elles sont indéniables, prenons-les. À mes yeux, il n'est pas suspect de sarkozysme et il ne l'a jamais été. Donc ceux qui lui font cette mauvaise querelle se trompent.
Jean-Pierre Jouyet devrait donc être nommé à la condition que sa désignation ne rencontre pas l'opposition des 3/5 des membres de la commission des finances à l'Assemblée et au Sénat, un cas de figure peu vraisemblable. Effectivement, donc je vous le disais, je confirme que le Parlement donne son feu vert à cette nomination de M. Jouyet. Il faut savoir comprendre et pardonner, nous disait tout à l'heure un autre proche de François Hollande, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, qui était l'invité de Preuve par 3 à retrouver ce soir à 22h30 sur Public Sénat. Du côté de l'UMP, on critique un problème de déontologie, Jean-Pierre Jouyet étant à la tête toujours actuellement de l'autorité des marchés financiers, l'organisme de contrôle des entreprises. Fin, avant même d'avoir été mise en œuvre de l'autorisation d'agrandir de 30% son logement, le Sénat abroge la loi voulue par Nicolas Sarkozy. Les débats ont été l'occasion de la première intervention au Parlement de Cécile Duflot. La ministre du Logement a annoncé une mobilisation sans précédent de tous les terrains disponibles. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse une simple mise en garde à TF1 pour avoir diffusé les enregistrements audio de Mohamed Merah. La chaîne a mis en avant le devoir d'informer. Le forcing de la sénatrice verte Esther Benbassa pour faire avancer l'idée d'un récépissé à chaque contrôle d'identité. L'idée lancée par le Premier ministre ne semble pas enthousiasmer son ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, sensible apparemment aux réticences des policiers. Eh bien, Esther Benbassa a néanmoins tenté aujourd'hui au Sénat de mobiliser chercheurs et associations autour des contrôles aux faciès. Reportage de Bérangère Dinglat. Symbole du bien vivre ensemble. Distribuer un récépissé lors des contrôles d'identité, c'est une mesure qui ne coûte pas cher, mais un signe fort auquel Esther Benbassa ne compte pas renoncer. Si on veut moderniser notre société et abolir les discriminations, nous sommes tenus quand même de faire des avancées et aller dans le sens d'un possible vivre ensemble. Et voilà, on n'a aucune envie de s'opposer au ministre. Principaux concernés, ils sont les grands absents de la table ronde. Le ministère de l'Intérieur, trop occupé par le 14 juillet, et tous les syndicats de police ont décidé de bouder l'invitation de la sénatrice. Faire valoir un récépissé, ça veut vouloir, et ça peut laisser sous-entendre, que les policiers font des contrôles aux faciès. C'est inacceptable pour nous. Des absences qui n'inquiètent pas le collectif Stop le contrôle aux faciès. Pour ses membres, le fait que le problème soit aujourd'hui au cœur du débat public est déjà une victoire. Voilà, il y a une progression malgré tout. Elle est très lente. Nous sommes malgré tout impatients, mais nous tenons bon. Voilà, les principaux interlocuteurs sont rencontrés et on est très vigilants sur la question. Nous sommes des gens très pragmatiques. Donc à côté de ça, nous sommes conscients qu'il faut aussi, et c'est ce que nous attendons, le temps de convaincre tout le monde, en tout cas la plus grande partie de la population, et syndicats inclus. Pour la sénatrice, en revanche, le gouvernement ne doit pas reculer sur cette promesse de campagne. Cela serait le signe d'une véritable trahison à l'égard d'un grand nombre de jeunes qui ont voté massivement pour François. Et dans l'actualité, encore aujourd'hui, on a appris que Jean-Marc Ayrault et Martine Aubry présenteront une contribution commune lors du prochain congrès du Parti socialiste qui se tiendra à la fin du mois d'octobre à Toulouse. Nos invités, Hervé Novelli, bonsoir, secrétaire général adjoint de l'UMP, et Pascal Pavageau, secrétaire confédéral de Force ouvrière, donc de retour de cette conférence sociale. D'abord, votre appréciation l'un et l'autre sur cette vision qu'a défendue le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, pour qui le temps du dialogue est un temps efficace. Monsieur Novelli, c'était une réponse à l'UMP. En tout cas, moi je trouve que c'est en soi, ça n'est pas critiquable de réunir l'ensemble des partenaires sociaux. Nicolas Sarkozy l'avait fait lui-même au début de son quinquennat. Donc, pas avec le même sur style, la forme, non, pas du tout, mais chacun son style. Donc sur la forme, rien à dire. Sur le fond, il s'est passé des choses très importantes. Qu'est-ce que vous retenez? Le changement de pied complet du président de la République sur le financement de la protection sociale qui pèserait trop, nous a-t-il dit, sur le travail. Et donc, on va en parler. Oui, mais c'est très important et on n'y insiste pas assez. De fond que nous allons aborder ensemble maintenant. Mais d'abord, Monsieur Pavageau, votre sentiment global, vous qui étiez au cœur de ces échanges, vous êtes satisfait de vos 2 journées? Écoutez, le premier point qu'on peut constater, c'est qu'on a retrouvé au niveau des interlocuteurs les ministres et le Premier ministre, ce qui n'était pas forcément le cas ces 5 dernières années. Donc de ce point de vue-là, on retrouve un mode de fonctionnement et un mode d'échange et de dialogue et de concertation qu'on pourrait
qualifier de normal puisque le mot est à la mode. C'est mieux qu'avec le président de la République et pourquoi? Parce que les interlocuteurs que nous avons, en l'occurrence, peuvent maintenant nous répondre. Or, pendant 5 ans, on avait l'impression que, puisque tout se décidait à l'Élysée, on faisait effectivement des opérations de communication, mais à l'Élysée, dans un contexte sur lequel nous n'avions pas forcément de réponse. Alors, Chacun s'écoutait Hervé poliment, Novelli, là, il y avait mal mais on donne, n'avait pas d'éléments. manifestement. Quand on écoute les syndicats aujourd'hui, c'est un peu... même le MEDEF se dit satisfait de ce dialogue retrouvé. Mais, écoutez, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne peux pas critiquer l'intention et la réalité de ce qui s'est passé. Je rappelle quand même que Raymond Soubi, qui était à l'époque auprès du président de la République, était un interlocuteur reconnu et écouté des organisations syndicales. Donc on ne peut pas non plus forcer trop le trait en disant que tout remontait à l'Élysée et qu'on n'était pas forcément entendu. Mais Raymond Soubi était à l'Élysée. C'est vrai qu'il était à l'Élysée, mais il était à côté de Nicolas Sarkozy. Et donc faire grief que tout était décidé par Nicolas Sarkozy, mais c'est du passé, me semble un peu fort. Et Raymond Soubi avait l'écoute, et vous le savez, des organisations syndicales. Maintenant, alors, changement de pied, dites-vous. Alors, vous dites Hervé Novelli, mais c'est une façon de rendre hommage au gouvernement ou de le critiquer, puisqu'il vient sur vos idées, à savoir il faut alléger le coût du travail. On a quand même un problème de démocratie. Pourquoi? Parce que la campagne présidentielle, qui a dit qu'il y avait un problème de coût du travail et proposé de le résoudre, c'était Nicolas Sarkozy, qui disait qu'il n'y avait pas de problème de coût du travail dans ce pays et qu'il y avait d'autres problèmes à traiter bien plus urgents, c'était le candidat François Hollande. Donc le changement de pied est très important et il va avoir 2 conséquences. La première des conséquences, c'est que on abroge certes la loi sur la TVA sociale et qu'on se donne un peu de temps pour le financement de la protection sociale et faire moins peser sur le travail. Ça a une conséquence, c'est qu'il n'y aura pas de choc de compétitivité dans les mois qui viennent pour les entreprises françaises. Ce qu'elles demandaient, elles ne l'auront pas, en tout cas pas à court terme. Or, on le voit, et aujourd'hui on le voyait encore, les faillites des PME sont aujourd'hui un problème très important. Ça, c'est le premier point. Vous aviez la solution de la TVA sociale tout de suite, qui a d'ailleurs été votée. Le deuxième point. Il faudra attendre pour une hausse peut-être de la CSG, c'est là que vous voulez venir? Il faut bien trouver une assiette plus large et je pense que ce cas-là sera évoqué et il est important qu'il le soit. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'on nous avait promis de réenchanter le rêve français. C'est un cauchemar qui va survenir pour ceux qui ont cru en François Hollande. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une baisse du pouvoir d'achat de tous les Français si on choisit l'option comme c'est en tout cas évoqué de manière de plus en plus insistante, l'option de la CSG. Est-ce que ça n'aurait pas été le cas avec la TVA sociale de toute façon? Oui, mais il y avait une différence, c'est que c'était annoncé, c'était dit, et c'était dans la campagne électorale. Et aujourd'hui, je trouve vraiment que ceux qui doivent être très déçus et se sentir un peu trompés, ce sont ceux qui ont cru qu'ils pourraient échapper à cette baisse du pouvoir d'achat qu'on nous annonce de toutes parts. Alors voilà, pour vous, les syndicats sont divisés. La CFDT est plutôt favorable à une augmentation de la CSG. Ça n'est pas le cas de Force ouvrière, Pascal Pavageau. Non, nous sommes opposés effectivement à la TVA sociale. Mais vous êtes aussi contre la hausse de la CSG. Nous sommes aussi par principe contre une augmentation non pas forcément difficile. À partir du moment où le débat sur le financement de la protection sociale n'est pas attaqué sous l'aspect idéologique et instrumental du coût du travail. À partir du moment où on repart d'un débat sur les 3 branches de la protection sociale, du financement de notre protection sociale, sur les marges de manœuvre qui existent de par les cotisations, parce qu'il y a aussi le débat sur la cotisation en tant que telle et sur le niveau de la valeur du cotisation. Le financement de la protection sociale, pourquoi est-ce qu'il surgit? Il y a bien sûr le déficit, mais il y a un autre point, c'est le coût du travail, puisqu'on sait très bien que le salaire... Nous l'avons toujours contesté lorsque vous étiez au gouvernement. Nous continuons de le contester aujourd'hui face à un autre gouvernement. Nous avez le droit libre et indépendant. Mais contrairement à d'autres, nous n'avons appelé à voter pour personne et contre personne. D'abord, le problème de Force ouvrière, c'est de défendre ses revendications. Et les revendications de Force ouvrière sont d'expliquer qu'on peut financer la protection sociale en faisant d'autres choix que d'augmenter soit la TVA, soit la CSG. Et surtout en épurant définitivement le coût du travail. Qu'est-ce que c'est? C'est le salaire brut qui intègre des charges sociales et le salaire net. Et que
tous les experts le reconnaissent, y compris les syndicats dans un document qui était fait par l'ensemble des organisations syndicales, sauf Force ouvrière et une autre organisation. Mais vous le savez bien. Ça fait déjà 5 moins 2, ça fait plus que 3. Donc 3, ça fait pas de 7, des organisations syndicales. Donc ça fait 3 et 3, ça fait 6. Bon, on va pas se battre sur les chiffres. De ce point de vue-là, laissez-moi terminer. Non, mais attendez, je voudrais juste terminer sur le point que personne en France ou ailleurs ne nie que la dimension. Non, mais au niveau statistique et au niveau économique, la dimension du salaire brut intègre en France des charges qui sont beaucoup plus importantes qu'ailleurs. Personne Donc vous revenez toujours au même débat, c'est-à-dire à la problématique du coût du travail. Économique. La réalité que vous affirmez n'est pas la réalité que nous vivons. Et comme la Cour des comptes l'a très bien montré, il n'y a pas de déficit de compétitivité au titre du coût du travail en France par rapport à ses voisins européens. Donc la différence fondamentale... La différence dire à la Cour des comptes ce qu'elle n'a pas dit. Aujourd'hui, en tous les cas, c'est ce que nous avons lu. La différence fondamentale aujourd'hui sur le financement de la protection sociale, c'est qu'on n'attaquera pas le débat, du moins c'est ce que nous avons compris du discours de Jean-Marc Ayrault cet après-midi, nous n'attaquerons pas le débat nécessaire sur le financement de la protection sociale par l'aspect idéologique du coût du travail. Mais la compétitivité, ça n'est pas une idéologie, c'est une réalité. Non, c'est et une à force de ne instrumentalisation. pas vouloir la regarder en face, eh bien, vous retardez la frontière inéluctable que nous devrons franchir pour créer ce choc de compétitivité que tout le monde attend. Auprès du représentant de Force ouvrière, vous plaidez pour le gouvernement, là. Vous essayez de lui faire comprendre ce que veut mettre en œuvre le gouvernement. Par un principe de réalité que je salue, tout en me disant qu'il aurait mieux fait de le dire pendant la campagne électorale. Ça aurait pu éclairer beaucoup plus les Françaises et les Français. Donc un débat à suivre, puisque cette réforme est prévue pour 2013. Un débat ouvert. Jean-Claude Mailly disait effectivement que le sujet pouvait être rock'n'roll. Moi, je dirais que ça peut être hard rock. Hard rock. On va le suivre donc avec la musique qui le convient. Merci à tous les deux d'avoir participé à cet échange dans le 19h. Tout autre chose maintenant. De nouvelles maladies infectieuses nous menacent. On les appelle des maladies émergentes, des syndromes encore non observés comme on a vu apparaître le SRAS ou bien la grippe H1N1. Parfois ce sont des maladies qu'on croyait disparues mais qui réapparaissent dans notre pays comme la tuberculose. Plusieurs facteurs favorisent leur propagation aujourd'hui. Jérôme Rabier. SRAS, chikungunya, grippe aviaire ou encore H1N1, toutes ces pandémies récentes ont comme point commun d'être des maladies infectieuses émergentes. Dans un monde où plusieurs milliers de personnes voyagent chaque jour, ces maladies sont une nouvelle menace, à l'image du SRAS en 2002. Les patients ont été infectés dans un hôtel à Hong Kong et le lendemain prenaient l'avion, se sont retrouvés dans 6 pays en moins de 24 heures. Et la maladie, ça y est, c'était globalisé. On a retrouvé des cas dans 35 pays au final, 8000 personnes touchées et 800 décès. Une difficulté, localiser et faire remonter les cas au niveau national et international. En France, c'est la mission de l'Institut de veille sanitaire, grâce aux différents acteurs médicaux sur le terrain. Recueillir et analyser les signaux qui peuvent évoquer une menace pour la santé publique dans un but d'anticipation, c'est-à-dire de donner l'alerte au pouvoir public afin que des mesures de protection de la population soient déclenchées. Dans ces locaux de l'Institut Pasteur, on étudie ces maladies et on recherche des traitements, même si les plus virulentes, comme le virus Ebola, n'ont pas encore de remède. À chaque maladie émergente, sa spécificité, mais une méthode de prise en charge a été mise en place. L'isolement des patients, port de masque, on contacte les personnes qui ont été proches de ces patients, on les met en quarantaine, on les observe. Donc il y a d'abord des mesures de prise en charge des patients, puis d'isolement de quarantaine. Et enfin, on récupère des échantillons et on les analyse pour essayer de découvrir quel est ce nouvel agent pathogène qui pourrait être responsable de cette maladie. L'augmentation des échanges internationaux, le changement climatique ou encore une forte croissance démographique sont autant de facteurs qui favoriseront à l'avenir l'émergence de maladies infectieuses. Autant de raisons de... SRAS, chikungunya, grippe aviaire ou encore H1N1, toutes ces pandémies récentes ont comme point commun d'être des maladies infectieuses émergentes. Dans un monde... Voilà, donc avec nous Fabienne Keller, sénatrice UMP du Bas-Rhin, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes l'auteur de ce rapport donc, sur ces nouvelles menaces, ces maladies infectieuses émergentes, et vous proposez
d'agir, hein. Vous avez défini une dizaine de leviers d'action contre ces menaces. Vous dites que c'est la rançon de la globalisation. C'est l'une des raisons, mais on ne va pas s'arrêter de voyager autour de la planète. Non, mais c'est vrai qu'elles sont connues depuis très longtemps. Le choléra ou la peste existait au Moyen-Âge. On avait d'ailleurs trouvé des mesures, notamment la quarantaine, hein, pour s'en préserver. Dans les ports, les bateaux restaient isolés tant qu'il y avait du choléra à bord. Et puis la médecine a permis de mieux les maîtriser. On a commencé à vacciner. Puis depuis le milieu du XXe, on voit ces maladies réapparaître. Parce que c'est vrai que là où il fallait plusieurs mois pour transporter une maladie d'un pays à l'autre, eh bien aujourd'hui, en 24 heures, elle est transportée. Donc les virus, les bactéries, tous ces pathogènes... Il y a une mondialisation des maladies en quelque sorte. Se transportent et donc ça nous conduit tous à nous intéresser à ce qui se passe dans le monde entier et notamment dans les pays du Sud, oui, où les conditions naturelles, le fait qu'il y ait beaucoup d'animaux qui transmettent beaucoup à l'être humain... Notamment à la suite, vous le racontez, de la déforestation. Voilà, le changement climatique est un des... Ça permet de la propagation des germes. Ça les libère. Ça les change de conditions de vie, de conditions climatiques, et ce qui peut faire apparaître une maladie qui avant était là, mais sous une forme cachée. Il y a un autre facteur qui favorise l'émergence de ces maladies, c'est le réchauffement climatique. Voilà. On en a beaucoup parlé, par exemple, avec le chikungunya. Le chikungunya. Qu'on trouve de temps à autre dans le sud. Dans le sud, et la dengue. Donc c'est un petit moustique, le moustique tigre, qui la transporte, et que le changement climatique a permis de se développer sur la Côte d'Azur, puis de plus en plus loin, hein, on suit très bien la zone d'influence, et des campagnes ont déjà été mises en place pour mieux contrôler les larves. Donc on est, nous, au nord maintenant, exposés aux maladies du sud, mais ça ne veut pas dire qu'on peut se défendre seul. Eh bien non, parce que ça n'a pas de sens. Par exemple, la tuberculose a été pratiquement éradiquée dans notre pays, mais elle est très présente en Inde, en Chine, donc dans des pays émergents qui ont quand même des systèmes de santé. Mais les recherches se sont pratiquement arrêtées pour les soins. Elles concernent donc plus de 250 000 personnes qui meurent chaque année en Inde de la tuberculose. Et à un moment donné, celle-ci est revenue. En particulier chez des gens qui sont mal logés, qui vivent dans des conditions d'hygiène, de système de santé très, très faibles. C'est le cas en Seine-Saint-Denis. Et voilà, la tuberculose réapparaît et nous ne nous vaccinons plus. Alors, donc elle retrouve un terrain favorable. Effectivement, il y a ce désintérêt pour la vaccination aujourd'hui dans bon nombre de familles françaises. Alors il y a un désintérêt et même une méfiance qu'on a vécu très concrètement à l'occasion de la grippe H1N1 que vous rappeliez tout à l'heure. Donc on dit aux gens simplement vaccinez-vous, ils ont peur pour tous les vaccins. Voilà. Ils doutent, ils se demandent s'il n'y aura pas des conséquences néfastes. Alors c'est lié à des épisodes. Dans le passé, on a vacciné pour l'hépatite B, on vaccinait toutes les petites filles au collège. Puis cette vaccination a été arrêtée parce qu'on a craint des maladies qui sont liées. Ça s'est avéré inexact ou très exagéré, mais finalement c'est présent dans la conscience collective. Et mon travail a permis de montrer que, au fond, ce qui compte, c'est pas seulement d'avoir les bonnes mesures à proposer, c'est aussi de prendre en compte la réalité de l'information et des convictions des populations pour mieux les informer, mieux leur permettre de comprendre ce qu'on leur propose, parce que s'ils n'y adhèrent pas, ça marche pas. Bien sûr. Bon, alors, on n'a pas parlé de moyens. Il en faut des moyens pour augmenter le contrôle sanitaire dans les pays où il est déficient, et puis pour fournir également les doses de vaccins. Absolument, pour les transporter, pour permettre de soigner les gens, mais aussi pour identifier ces nouveaux virus, faire un peu de recherche, faire ce qu'on appelle de l'épidémiologie, c'est-à-dire connaître les nouvelles maladies là où elles émergent. À qui est-ce que vous vous adressez avec ce rapport? Qui peut agir? Qui a les leviers? Nous pouvons tous avoir à connaître d'une maladie. Les professionnels de santé sont particulièrement intéressés par la connaissance de ces maladies. C'est eux qui vous ont motivé au départ. Voilà. C'est aussi, en tant que maire de Strasbourg, un jour on m'a demandé comment il fallait s'essuyer les mains. Alors comment faut-il choisir? Il faut tenir compte de la diffusion des maladies, donc des propositions très concrètes qui sont faites dans ce rapport, mais aussi la proposition de mettre en réseau toutes les compétences pour mieux répondre sans paniquer à ces nouvelles maladies qui nous envahissent. Merci Fabienne Keller. C'est la fin de ce 19h. À 22h, Sonia Mabrouk, et je vous retrouve à 22h30 pour Preuve par 3 avec Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture. Bonsoir.
un homme qui appartient, je ne sais à quel trop pays, quel continent, et qui accepte de donner sa vie pour un pays dont il n'est pas. Pour moi, c'est le comble de l'abnégation. Français par le sang versé. Poussez-vous là, dégagez! Ou comment une loi a fini par permettre aux légionnaires blessés au combat d'acquérir la nationalité française. On a servi à un pays avec des armes, étant blessé, pour moi ça créait un lien. Je sais pas, ça m'a dit que maintenant je vais finir ma vie ici. Français par le sang versé, samedi à 22h sur Public Sénat.